Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la deuxième émission de Cycle Inside. Alors tout d'abord, merci d'avoir suivi notre première émission et merci pour vos retours aussi. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, ou comme vous allez le voir, il n'y a pas Titouan, mais il y a Tanguy à ma droite et Lilian à ma gauche. Donc bonjour les gars. Salut Hugo, salut tout le monde. Salut les gars, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, dans la première partie, nous allons parler de la sortie des parcours du Giro et du Tour de France qui sont sortis assez récemment. Et je vais laisser Tanguy commencer avec le parcours, la 107e édition Édition. du Tour d'Italie. Tout à fait, donc elle aura lieu du 4 au 26 mai. Donc comme tu disais, c'est la 107e édition donc, du Tour d'Italie. Donc elle va s'élancer donc, de Venaria Reale, donc c'est près de Turin, et avec une arrivée à Rome comme l'année dernière par exemple. Et c'est la première semaine donc, qui sera marquée par une sixième étape rappelant un peu les Strade Bianche, donc avec des chemins en terre, pareil c'est avec des graviers aussi, avec des graviers généralement, des chemins en gravier, avec un premier contre-la-montre. Donc, dans cette édition, c'est quand même assez spécial, c'est qu'il y a deux contre-la-montre. Donc un la première semaine, donc de 37,2 km exactement, donc le 10 mai, et avec le lendemain une huitième étape qui pourrait faire beaucoup de dégâts, avec une arrivée en altitude à 1450 mètres au Prati di Travo, donc dans les Abruzzes. La deuxième semaine donc, se conclut pareil avec un contre-la-montre et un prélude surtout avec un enchaînement donc, de trois étapes plutôt conséquentes pour les coureurs, avec la 15e étape donc, qui est sur une distance de 220 km, avec une arrivée à Livigno, et la 6e étape avec l'ascension du col du Stelvio, donc 2758 km. Donc on sait que c'est une étape un peu reine du Giro, mais surtout, et heureusement j'ai envie de dire pour les coureurs, ça va être une étape qui se passe seulement, où en fait on va avoir le Stelvio qui va se passer juste au début. Donc je crois que ça va être à 150 km de l'arrivée, et avec une autre arrivée quand même qui pique dans les jambes. Et une 17e étape qui sera jugée au col du Brocon. J'espère que mon accent est bon. Avec des portions à 11% aussi sur cette partie-là, donc une altitude à 1616 mètres d'altitude. Et c'est surtout en fait la 20e étape qui peut adjuger qui sera le vainqueur ou non de ce Giro, avec une arrivée avec une ascension plutôt du mont Grappa. Donc en fait il sera monté à deux reprises, qui culmine à 1775 km pas kilomètres, de mètres d'altitude, parce que sinon ce serait compliqué pour eux. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est une édition en fait qui est marquée par deux contre-la-montre et surtout quatre étapes de plus de 200 km. Donc les coureurs auront fort à faire pour arriver au bout de ce Giro, qui peut être aussi assez palpitant. Donc ça, je crois qu'il y avait des rumeurs où c'était Pogacar qui avait moitié envie de le faire. Donc on verra s'il sera présent ou non, mais ça peut être très intéressant. Lilian, est-ce qu'il te plaît ce Giro? Ouais, il me plaît surtout. Et puis surtout, voilà, tu disais 4 étapes de plus de 200 km. Je pense que la troisième semaine va être vraiment, vraiment difficile. Ça risque d'être très intéressant, il risque d'y avoir du suspense en tout cas. Et le Tour de France s'élancera quant à lui un peu plus tard, le 29 juin, de Florence en Italie, pour finir à Nice le 21 juillet. Un parcours d'un total de 3492 km, qui sera riche en rebondissements, avec 3 semaines de plaisir qui promettent. Donc dès la première étape, il y aura 6 cols à franchir et 3600 mètres de dénivelé. C'est un record dans le Tour de France. Les coureurs emprunteront aussi le Galibier dès la quatrième étape, mais aussi les chemins blancs de Troyes, ou encore les organisateurs ont choisi un contre-la-montre en termes de juge de paix. Cette épreuve chronométrée est promise aux grimpeurs rouleurs comme Pogacar ou Vingegaard, et elle viendra déterminer le vainqueur de cette 111e édition. Mais tout ça, Lilian va nous le répéter dans le focus qui sera sur cette 111e édition du Tour de France. Ouais, bah tu l'as dit, Hugo, le Tour de France qui partira donc de Florence et qui ira à Rimini pour la première étape. Et c'est assez rare d'ailleurs. Première étape qui sera tout de suite de montagne, tout de suite première explication entre les favoris. Il ne faudra pas avoir de retard à l'allumage. Ensuite, eh bien, la deuxième étape, c'est les sprinters qui auront leur première chance. Le lendemain à Turin, ils auront également une chance de briller. Et puis on repart en montagne avec l'étape à Valloire, le passage par le Galibier, tu l'as dit aussi.
Une étape intéressante parce que il y a le premier long galibier, puis il y a une descente aussi qui pourrait faire des écarts. On l'a vu en 2019, Egan Bernal qui a essayé de grappiller le plus de secondes possible sur Julien Alaphilippe pour bien se rapprocher du maillot jaune. Le 5e étape sera une étape de transition, certainement un sprint à l'arrivée, des sprinters qui seront encore frais, les équipes prêtes à rouler encore. Je pense que ça sera un sprint sur la 5e étape. Un sprint de nouveau à Dijon pour la 6e étape, c'est plat, là aussi pas de problème. Mais par contre, il faudra être en jambes pour la 7e étape, le contre-la-montre. Un contre-la-montre avec une bosse à mi-parcours qui devrait bien plaire aux grimpeurs. La 8e étape, eh bien, c'est intéressante parce que c'est un petit peu Liège-Bastogne-Liège sur une étape du Tour de France, une étape vraiment, vraiment vallonnée qui pourrait vraiment jouer pour une échappée, mais pour un puncher peut-être en fin d'étape qui pourrait jouer sa carte. Et puis l'étape 9e, la 9e étape, Tanguy, tu pourras en parler, c'est une étape très intéressante avec un sort de petit Paris-Tour sur les chemins de terre empruntés au Tour de Troyes. Une étape de repos après cette 9e étape, puis la 10e étape vers Saint-Amand-Montrond, étape de plaine, mais avec des risques de bordure potentiellement dans la plaine vers l'Auvergne, ça pourrait être très très intéressant. Le Lioran, là aussi une étape de transition, cette fois on va monter, on va aller chercher le massif central, et une étape que j'ai notée comme une étape qui pourrait plaire en tout cas aux échappés si les favoris du classement général ne veulent pas s'expliquer. La 12e étape, là aussi ça devrait être un sprint vers Villeneuve. Puis la 13e étape vers Pau, là aussi peut-être risque de bordure, mais de nouveau c'est le sprint qui sera attendu avant une 14e étape vers Saint-Lary-Soulan et le Plat d'Adet. Là, ça va être très intéressant puisque sur les 80 derniers kilomètres, on a presque 4000 mètres de dénivelé positif. Ça risque d'être très très intéressant. En tout cas, une fin d'étape très compliquée pour les coureurs. Puis la 15e étape, le plateau de Bay. Là aussi, les favoris devraient s'expliquer. Puis avant le repos, la dernière chance pour les sprinteurs de briller à Nîmes sur la 16e étape. Puis la 17e étape à Super Dévolu, où là aussi, une étape de transition qui pourrait jouer en la faveur de l'échappée. La 18e étape, là c'est de la moyenne montagne. Je ne pense pas honnêtement que cette 18e étape vers Barcelonnette que les favoris du général s'expliqueront. Donc là aussi, il y a une opportunité pour l'échappée. Certainement la dernière opportunité d'ailleurs pour l'échappée. Et puis la 19e étape vers Isola 2000, arrivée au sommet, comme sur la 20e étape. L'étape reine de Tour de France, le col de la Couillole, avec une arrivée au sommet qui devrait encore une fois avoir son importance au général. Et puis ensuite, le plus beau pour finir, le contre-la-montre vers Nice en partant de Monaco, avec vraiment un contre-la-montre très très relevé qui je pense sera forcément le juge de paix de ce Tour de France. Et surtout un contre-la-montre, ça faisait depuis des années, je crois que le dernier c'était le 1989. Voilà, c'est ça, donc c'est ça change quand même la chose, vu qu'avec les JO, comme on rappelle, avec les Jeux Olympiques donc de 2024, l'arrivée du Tour de France n'est pas aux Champs-Élysées comme on a habituellement, mais donc à Nice. Ah, puis ça fait avec du Monsieur bien. Estrosi Un peu de spectacle pour la ça fait dernière plaisir. étape, ça fait du bien. C'est ça. Et est-ce que tu penses que la dernière explication se fera vraiment sur le chrono final ou un peu avant, par exemple sur l'étape Rennes, lors de l'étape 20? Et je pense que c'est un parcours très intéressant parce que chaque semaine, évidemment, chaque semaine il y a vraiment des différences à faire. Et donc, c'est intéressant. Après, forcément, s'il y en a un qui s'envole très rapidement, je pense que le dernier chrono il sera un peu anecdotique. Mais quoi qu'il arrive, il y aura au moins des écarts très faibles pour le top 5 ou le top 3. Peut-être, on l'espère, pour la victoire finale. Donc, quoi qu'il arrive, le dernier chrono risque d'être très très intéressant. D'autant plus que c'est pour les purs grimpeurs. Donc là, les coureurs moins à l'aise sur le plat parmi les purs grimpeurs seront avantagés sur ce chrono. Après, ce qui est intéressant quand même, c'est que, étant donné qu'on a des étapes de montagne dès le début, on va pouvoir vraiment des équipes de leaders devoir gérer la course tout le long. Ouais. Donc ça va être intéressant de voir comment Isola, même les équipes vont devoir gérer. Après, on sait qu'il y a des mastodontes avec la Jumbo par exemple, mais comment ça va se passer sur la fin du tour. Et puis après ça va être sauf qui peut pour les sprinters dans les montées, et qui sera le plus fort pour faire les quelques sprints par-ci par-là. Mais ouais, ça va être très intéressant de revoir un contre-la-montre, surtout en dernière étape, surtout avec les monstres qu'on a actuellement avec Vingegaard et Pogacar, qui sont quand même les meilleurs dans cette même Après, Evenepoel. On ne sait pas s'il va participer. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je pense que Pogacar va un peu changer sa stratégie par rapport aux dernières années, et va peut-être laisser le maillot un peu plus tôt, soit à la Jumbo si Vingegaard veut le prendre, soit à la Bora de Roglic par exemple l'année prochaine, ou soit même à quelqu'un qui va loin dans une échappée
et qui prend le maillot jaune très tôt. Ouais. On peut penser, je sais pas, je dis ça comme ça, mais à Alaphilippe qui peut gagner une étape très tôt et qui se retrouve avec le maillot. Et comme ça, Pogacar va changer sa stratégie, prendre le maillot plus tard et ce sera peut-être plus réfléchi de sa part parce qu'on voit que les 2 dernières années, du coup, ça n'a pas du tout marché. Il prenait le maillot très tôt, il essayait de prendre des bonifs, mais sans faire d'écart sur Vingegaard vraiment. Je pense qu'il va essayer de changer sa stratégie et en tout cas, il y a quelque chose à changer. On l'a vu vraiment lors de ces 2 dernières années. Et puis je notais surtout, voilà, il y a beaucoup d'étapes qui pourraient vraiment être propices aux échappées. Et donc là, je sais que c'était Bardet qui aimait bien faire ça dans le passé, c'était de partir un peu de loin lorsqu'il était distancé au général, de tenter 2 cols avant l'arrivée, de tenter de partir pour essayer de surprendre tous les autres favoris du général et donc d'essayer à la fin de grapper quelques minutes. Là, s'il y en a un, je pense la 18e étape de Barcelonnette, on arrive en fin de tour, les jambes sont lourdes, mais c'est une étape qui est vraiment, c'est pas de la haute montagne, c'est de la moyenne montagne. Donc avec le bon coup en échappée, on l'a vu sur les derniers Tours de France, des étapes notamment en deuxième semaine vers l'Auvergne où il y avait, ça montait pas non plus complètement, où eh bien on tentait dès le début d'animer la course. Je m'en souviens, c'était Van Der Poel et Van Aert en 2021 qui partaient dès le premier kilomètre. S'il y a un coup comme ça à jouer, on pourrait voir des coureurs qui sont un peu mal placés dans le top 10 remonter et pourquoi pas jouer le podium sur le dernier chrono à Nice. Et puis on le voit ces dernières années quand même, le Tour roule de plus en plus fort. Ouais. Donc même des étapes un peu de transition maintenant sont devenues des étapes où les mecs sont toujours à bloc. Ouais. Donc ça va être drôle de voir. Même s'il y a des opportunités maintenant pour les punchers sprinters, les punchers rouleurs, c'est quand même assez rare souvent pour eux gagner des étapes. Donc ils sont énormément à vouloir les gagner. Et en plus de ça, il y a des Van Aert et des Van Der Poel qui s'y mettent. Donc forcément les cartouches, il y en a très peu. Donc je pense qu'il y a quand même un rythme assez effréné pour cette édition. Totalement. Et vous, c'est qui votre pronostic pour ce Tour de France 2024 ? Dites-le nous en commentaire, ça nous fera plaisir et ça nous fera un débat peut-être pour une prochaine fois. En attendant, le débat cette fois-ci, ça va être sur le Vélo d'Or qui s'est déroulé cette semaine. Et je sais qu'on n'était pas d'accord sur est-ce que le choix du jury de Vingegaard était bon ? Pour moi, il est bon. Moi, je suis d'accord. Vingegaard est le meilleur coureur de l'année. Tanguy, je te laisse. Après, c'est vrai que ça fait pas mal de débats. Là, j'ai vu Bernard Hinault qui disait que lui était plutôt pour Pogacar. Le truc, c'est qu'on a quand même un trio qui se démarque avec Van Der Poel, Pogacar et Vingegaard. Moi, c'est vrai que j'ai plutôt préférence pour Mathieu Van Der Poel. Il fait quand même un triplé quand même assez rare. Donc champion du monde à Glasgow, Milan-San Remo et surtout Paris-Roubaix. Et en plus de ça, il était quand même un coéquipier de luxe pour Jasper Philipsen. Vu qu'il servait de lanceur justement pour lui, il était quasiment présent à chaque fois sur toutes les étapes de sprint et toutes les étapes qu'a remporté Philipsen. Ici, c'est en grande aide aussi par son équipe, mais surtout par Van Der Poel. Après, je sais que certains ont des préférences aussi par Pogacar qui a participé à autre chose que des grands tours, parce que bon, c'est un peu ce qu'on reproche aussi, ce qu'on a vu sur les réseaux. Où en fait, c'était que Vingegaard faisait que les grands tours et très peu donc tout ce qui est flandrienne ou ce genre de choses. Après, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de plus, vous ? Moi, c'est là-dessus que je me baserais pour dire que Pogacar, c'est vraiment en ce moment le coureur le plus complet au monde. Et le classement ici, il ne trompe pas. C'est celui qui est le premier et de loin. Vingegaard, il est quand même loin. Van Der Poel aussi. Et Pogacar, il va quand même faire deuxième sur des grands tours. Il gagne des classements par étape. Et il gagne aussi 2 monuments sur l'année. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. C'est le panache aussi, mais c'est ça. Ouais, mais le problème de Pogacar, c'est que quand on le voit, quand on l'a vu éclore en 2019 sur la Vuelta, c'est que c'est quelqu'un qui joue le général. C'est pas un coureur par exemple, là il gagne le Tour de Flandre, mais c'est pas un coureur des classiques. Il arrive à gagner des classiques, mais c'est un coureur que, en tout cas, sa carte d'identité, c'est vraiment un favori du classement général. Et là, en fait, il s'est vraiment fait battre par Vingegaard sur le Tour de France. Je pense que c'est la seule décision qui a fait qu'il n'a pas gagné ce trophée cette année. Mais Vingegaard a quand même largement été meilleur, et rien que par sa performance, il a été stratosphérique, Vingegaard. Oui, tu veux pas dire. Rien que pour son Tour de France, il mérite de le Vélo d'Or, Vingegaard. Il a été impressionnant. Oui, mais alors après, quand tu vois son équipe qui est autour, quand tu sais qu'à la Volta, le triplé, c'est la Jumbo et c'est carrément Sepp Kuss qui gagne carrément la Volta, je me dis quand même qu'il est quand même sacrément bien entouré. Après, oui, il y a eu sa performance où il y a eu beaucoup de doutes sur le contre-la-montre, mais il a vraiment écrasé tout le monde et toute la concurrence. Après, c'est un débat et on en parle là justement directement.
Mais c'est que ça peut être aussi intéressant d'avoir plusieurs points de vue justement. Ouais, l'UAE, c'est une belle équipe quand même. Et comment comment on classe justement vraiment les grands tours, les Flandriennes, les classiques, Ouais. et comment on range dans ces catégories-là ces différentes courses. Mais bon, après, chacun voit à midi à sa porte. Hein, Après, oui, je suis d'accord avec toi. Vingegaard, il a vraiment survolé le Tour de France. Clairement. Mais est-ce qu'il ne devrait pas changer pour que ça devienne un coureur d'un autre calibre en fait? Parce que là, vraiment, Vingegaard, on l'associe au Grand Tour, au Tour d'une semaine. Et je suis d'accord, il rafle tout, il gagne tout. Mais en même temps, c'est un peu jouer la carte de la facilité de jouer les grands tours. Je dis ça. C'est comme si tu bien demandais sûr. à Sagan Non, de ouais, gagner oui. le Tour de France. Je veux dire, c'est Bah, un peu. oui et non, parce que tu vois, Pogacar, il joue les grands tours, mais il joue aussi les classiques. Ouais. C'est ça. Pourquoi Vingegaard n'y serait pas capable de le faire? Ouais, mais le problème avec le choix Pogacar, je pense, c'est simplement qu'il a été vraiment en dessous de Vingegaard. Enfin, bien sûr, il a Tu été l'as- aidé par. Tu l'as trouvé vraiment en dessous? Bah, je suis désolé, il Il se termine bat à, quand je sais pas, même, 5 minutes au général. Ouais, mais parce qu'il prend un Ouais, éclat Ouais, il contre prend la un montre. éclat, mais il le prend quand même. Mais sinon, non, Il le prend. c'était Mais toujours le il plus le prend parce attaquant, le plus. Oui, par contre, oui, voilà, on l'avait attaqué. Il a plus gagné sur le tour que Vingegaard, mais à la fin, Vingegaard a Ouais. été aussi plus malin. Il a été sur la retenue, il a contrôlé Pogacar. Il l'a contrôlé. C'est C'est-à-dire que- sûr, c'est Oui. différents points de vue du vélo, quoi. Après, oui, C'est pour ça. Vingegaard, il met pas 5 minutes, mais 8 minutes, il me semble 8 bien. minutes, ouais. Et Oui, mais il fait c'est, 5 minutes sur l'étape de. Ouais, c'est ça. Juste non, après je sais le plus le nom. contre-la-montre, Voilà, il c'est ça. prend 5 minutes. Mais pour moi, ouais, Pogacar, c'est vraiment le meilleur coureur du monde actuellement. Et je vois pas pourquoi on dirait l'inverse. Bah, en Bah, fait, c'est dur parce que tu dis meilleur coureur, il est meilleur dans certains domaines, mais pour être le meilleur coureur du monde, il faut être au moins le meilleur dans ton domaine. Si on dit que ton domaine, Pogacar, on va dire aujourd'hui quand tu présentes Pogacar, c'est un grimpeur, on est Parce d'accord. que là, il parle Et peut-être le aujourd'hui, plus quand on complet voit- aussi. Comment Là, Ouais. Le plus complet, peut-être Voilà, plutôt. pour moi c'est le plus complet, ce que tu veux dire. Bah, Mais je veux dire, le meilleur, je veux dire, si tu veux être le meilleur coureur du monde, il faut que tu sois le meilleur au moins dans ta catégorie. Et s'il n'est pas le meilleur dans les grimpeurs, parce que pour moi aujourd'hui c'est Vingegaard, alors tu peux pas le considérer comme le meilleur coureur du bah monde. alors, qui est le meilleur coureur du monde pour toi? Pour moi, pour moi, le Vélo d'Or, il revient à Vingegaard pour sa saison. Aujourd'hui, en montagne, il n'y a personne qui joue. Bah, aujourd'hui, Pogacar est capable de jouer, mais quand on voit, il est capable de faire deuxième sur la Vuelta, Tiens. sachant qu'on sait très bien que si c'était pas Qu'est-ce- Sepkus devant, J'ai il aurait gagné la Vuelta, j'ai une Vingegaard. petite question. Si tu mets Vingegaard à la place de Pogacar dans Team UAE et tu mets Pogacar chez la Lotto, bah pas la Lotto, la Jumbo. Mais l'UAE, je pense que c'est une meilleure Qu'est-ce que t'en équipe. penses? Je pense que l'UAE, c'est une meilleure équipe qu'on pense, hein, parce que Adam Yates, il fait troisième au général. Oui, Voilà, un sacré lieutenant quand même. Que ça a été solide aussi, mais pas autant qu'Adam Yates hein, sur le Tour de France. Bah après, tu dis UAE c'est une équipe solide, mais quand tu vois que Jumbo ils font tripler Ouais, sur ouais. les courses qu'ils Ouais, mais il y avait parce qui que il y sur la avait- fin d'année, ils gagnent tout, c'est quand même un Ouais, un mais autre level. quoi. avec Evenepoel, il y aurait peut-être pas eu triplé, je sais pas. Evenepoel il était là. Hein, Oui, il était là, mais Tourmalet, ouais. il était plus là, donc c'est C'est dommage. pour ça. Mais c'est vraiment le coéquipier quand même modèle sur le Tour de France. Il sert vraiment de lanceur pour faire gagner Philipsen. Et Philipsen qui était le meilleur sprinter du monde à ce moment-là. Donc ça, il n'y avait pas de débat. Glasgow, c'était quand même dans des conditions assez dantesques où il gagne quand même plutôt fort. Et c'est son premier championnat du monde, si je dis pas de bêtises. Ouais, si c'est ça, Ouais, c'est ouais, la ça, première c'est fois qu'il est championnat du monde. Paris-Roubaix, pareil. Et San Remo, en fait, c'est quand même des monuments. Quand tu gagnes ça sur une même année, je trouve ça quand même assez fort. Alors après, forcément, sur les grands tours, il n'a pas fait des récompenses, il n'a pas eu le plus haut niveau, il n'a pas fait les résultats les plus importants sur les grands tours, mais bon. Donc c'est là, comme je disais tout à l'heure, comment on classe les grands tours par rapport aux monuments et aux classiques. Voilà, Ouais, c'est c'est ça, un c'est- peu le... C'est pas un peu le nerf de pas le nerf de la guerre, mais c'est un peu ce qui fait que on a notre débat aujourd'hui, quoi. Bah, je pense qu'après, s'il aurait gagné, parce que voilà, un Tour de France, c'est la plus grande épreuve cycliste, mais surtout, il y a 3 semaines, il y a 21 étapes. Oui. Il a servi de lanceur à Philipsen. Peut-être que s'il s'est fait pas lanceur pour Philipsen, il gagne une étape. Voilà, Mais le c'est problème, ça, c'est c'est qu'il n'a pour pas ça. gagné d'étape sur le Tour de France. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il n'a pas été Vélo d'Or. Puis Puis après, c'est vrai que- Pogacar il en gagne 3 et Ouais. il est pas non plus. Hein. Ouais, c'est Voilà, vrai, il y a ouais, ça c'est aussi qui joue. quoi. Ouais. Bon. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi notre deuxième émission. Merci Lilian, merci Tanguy. Et puis, on va dire à la prochaine, tout le monde. Et puis, bonne route.